C'est une région du monde qui s'enflamme à nouveau. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se confrontent pour défendre un morceau de terre coincé entre les deux pays, le Haut-Karabakh, que vous voyez à l'écran, entre les frontières, au milieu des frontières orange, une région montagneuse dans le Caucase Sud. Bonsoir Gaïd Minassian. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, journaliste au Monde, spécialiste du Caucase. Avant de revenir sur les raisons de ce déluge de violence qui a franchi un nouveau palier ce week-end, quelle est la situation sur place pour les civils ? Alors pour les civils, c'est un peu compliqué forcément pour eux, puisque que ce soit du côté du Karabakh ou du côté de l'Azerbaïdjan, les populations civiles qui sont le plus proches de la ligne de front sont exposées à des tirs. Depuis hier, Stepanakert, la capitale du Karabakh, est l'objet de la cible de nombreux bombardements. Et les populations civiles, notamment les enfants et les femmes, ont été petit à petit évacuées vers des zones plus calmes. Et puis du côté donc, de l'Azerbaïdjan, eh bien, la ville de Ganja ayant été touchée, il y aurait, et d'autres villes également, sur des cibles militaires, disent les Arméniens, mais ça demande confirmation, il y aurait également des mouvements de foule de la population civile cette fois-ci, vers Bakou. Des missiles, des chars, des drones, des obus. Les bombardements sont d'une violence inouïe. Les habitants de cette région, vous en avez parlé, sont terrés pour certains dans des abris quand ils sont encore sur place et dans des caves également pour éviter le pire. Je vous propose qu'on regarde cet extrait du journal de France 2. Pendant des heures, les frappes se poursuivent. Et la terreur gagne les esprits les plus calmes. Un blessé arrive, les cris, la panique. Il explique qu'il courait dans la rue, qu'il n'a pas eu le temps d'atteindre la cave. Les combats ont fait au moins 190 morts dans les deux camps. Pour bien comprendre ce conflit, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs de ces deux pays qui s'affrontent ? Eh bien, pour les Arméniens, il s'agit d'une guerre de survie, puisqu'ils sont menacés par un axe turco-azerbaïdjanais. Et l'objectif est soit l'indépendance du Karabakh, dans un deuxième temps la réunification, soit directement la réunification avec l'Arménie. Et pour l'Azerbaïdjan, son objectif, d'abord sa guerre est une guerre pour l'honneur, et récupérer le Haut-Karabakh. Et son objectif est non seulement de récupérer le Karabakh, mais essayer aussi d'avoir un couloir stratégique continue entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Juste pour faire un point, il y a une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'était il y a plus de 25 ans. Ça, s'est terminé par un cessez-le-feu à l'époque. Alors, la situation de cette région, le Haut-Karabakh, avait été actée. La première guerre, celle qui date de la chute de l'Union soviétique entre 1990 et puis 1994, cette guerre qui a été remportée militairement par les Arméniens, a été actée la fin de la guerre, mais d'un point de vue, je dirais, juste fin des hostilités, c'est-à-dire un cessez-le-feu. Symbolique. C'est ce qu'on appelle la paix négative. Et les signataires de cet accord, qui étaient donc Erevan pour l'Arménie, Bakou pour l'Azerbaïdjan et Stepanakert pour le Haut-Karabakh. Qui sont les villes qui représentent chacun de ces pays. Voilà, les capitales. Eh bien, ces trois acteurs ont, pendant à peu près 20-25 ans, notamment Erevan et Bakou, mené une négociation qui n'avance pas, finalement, qui est au point mort, sous l'égide de ce qu'on appelle le groupe de Minsk, qui est coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie, dans le cadre de l'OSCE, mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU. On va revenir là-dessus. Et ça ne donne rien. Oui, mais alors pourquoi justement un regain de tension maintenant ? On a vu l'escalade de la violence ce week-end. Ça a été un regain incroyable en quelques jours. Vous avez raison. Ça, c'était l'explication sur le temps long. Blocage, des négociations, on n'avance pas. Et sur le temps court, le facteur nouveau, c'est l'irruption de la Turquie dans le jeu. Alors quel est son rôle justement à la Turquie ? Eh bien, la Turquie cherche d'abord à dégrader la situation au Karabakh, comme elle l'a fait en Syrie, comme elle le fait en Libye. Elle cherche à créer un troisième front pour venir embêter la Russie dans ce que les Russes appellent leur Transcaucasie, c'est-à-dire leur ancien territoire russe, le Caucase du Sud, et essayer en même temps à la fois de dégrader la situation pour mieux se porter en puissance médiane d'une éventuelle résolution du conflit. Donc c'est un match entre la Turquie et puis aussi la Russie finalement, parce qu'on va regarder sur la carte, il y a des frontières. On a la Russie, la Turquie et la Syrie aussi qui sont c'est un match, vous regardez cette carte qui est bien faite, vous avez un match entre d'abord les acteurs locaux, ensuite la Russie, la Turquie, l'Iran, ancienne puissance impériale, et aujourd'hui ce qu'on appelle les puissances
émergente, c'est aussi un conflit pour les Occidentaux, pour le monde arabe, pour la Chine. Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation dans la région? Parce qu'on voit la Syrie qui n'est pas loin. Est-ce que ça peut devenir aussi un repère de je pense notamment un djihadiste? Alors, c'est ce qu'a dit le président français Emmanuel Macron. C'est déjà un théâtre, une zone déstabilisée par l'éruption à la fois des djihadistes, mais aussi dans un contexte de guerre. Et là où c'est encore plus dangereux que la Libye et la Syrie, c'est qu'en Syrie, vous avez un État failli, il n'y a plus d'État. En Libye, vous avez un État failli, il n'y a plus d'État, c'est des guerres civiles. Là, dans le Caucase, il n'y a pas d'État failli. Il y a des armées, des États souverains et des alliances. Alors, il y a des mercenaires qui rejoignent. Et voilà, plus, et la Turquie a la favorisé région. l'envoi de mercenaires djihadistes et non djihadistes, mais surtout djihadistes, pour justement casser le processus, casser le statu quo et se battre du côté des forces de l'Azerbaïdjan. Et finalement, jouer un jeu d'influence pour être davantage influente dans la région. Complètement, d'influence, de diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie nuisible. C'est-à-dire, je n'ai pas ce que je veux, donc je renverse la table et j'essaie de proposer ma propre lecture du conflit. Vous parliez de la France. Quel rôle peut-elle jouer ? La France joue un rôle immense depuis quelques jours parce que c'est le seul pays, figurez-vous, en 30 ans, en 30 ans de conflits, de négociations, c'est le seul pays qui, pour la première fois, donc par la voix de son chef d'État, Emmanuel Macron, qui a parlé ce week-end. Voilà, et qui a dit, voilà, l'agression, elle vient de l'Azerbaïdjan, et la Turquie joue un sale jeu dans cette affaire. Oui, donc, il a dit, la France sera dans son rôle, et la ligne rouge a été franchie en parlant de la Turquie. Voilà, donc par rapport à l'Azerbaïdjan, on caractérise l'identité de l'agresseur, et en droit international, ça veut dire quelque chose, d'être agresseur, il faudra rendre des comptes. Et par rapport à la Turquie, c'est en fait un danger pour l'ensemble de l'Alliance, rendez-vous compte. Il expose l'Alliance Atlantique dans un conflit où tous les membres de l'Alliance, la France en premier, parce qu'elle est coprésidente du groupe de Minsk... Est-ce que ça peut aller plus loin Mais bien sûr. Mais bien sûr. Comment ? Alors, ça peut aller plus loin si les alliances sont respectées avec une escalade entre, je ne sais pas, moi, des débordements, la Turquie qui intervient aux côtés de l'Azerbaïdjan si ça se passe mal, la Russie qui... Et la France peut davantage intervenir ? Et la France peut davantage intervenir dans le cadre du groupe de Minsk, au moins diplomatiquement, et elle cherche à trouver une solution diplomatique d'abord avec la Russie. Pourquoi avec la Russie ? Parce que la France veut, comme l'a dit le président Macron, veut retrouver langue avec la Russie, il l'a dit à Vilnius, et la carte du Karabakh peut être utilisée dans ce cadre-là d'un retour au dialogue concret, pas uniquement des propos, mais quelque chose de concret. Et ça peut être éventuellement fait. Et puis il y a aussi la gestion de la Turquie. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Turquie ? Je veux dire, est-ce qu'elle doit rendre des comptes ? Est-ce qu'elle doit être sanctionnée ? C'est aux membres de l'OTAN de demander à la Turquie de venir s'expliquer. Mais il y a aussi autre chose. C'est que si les phénomènes d'alliance ne marchent pas, eh bien, c'est l'ensemble du système international qui voit ces dysfonctionnements l'emporter sur le reste. C'est-à-dire qu'on est dans une situation totalement dysfonctionnelle. Merci à vous. Merci Guedz Minassian. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste du Caucase. Et bien sûr, on va suivre s'il y a aussi peut-être des solutions diplomatiques qui peuvent être trouvées. On a vu qu'un diplomate turc est en visite aujourd'hui dans la région. Bien sûr, tout ça doit être suivi de près. C'est le ministre des Affaires étrangères, M. Çavuşoğlu, qui est un va-t-en-guerre, il faut quand même le reconnaître, qui lui est parti à Bakou pour essayer de prendre le pouls et voir ce qu'on peut faire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Sentiers de la Victoire. Peut-on encore gagner une guerre ? C'est aux éditions Passé Composé. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la folle campagne présidentielle américaine. Bonne émission à vous.